On déroule un petit peu le fil du temps. Que se passe-t-il à l'approche de moins 2000 ? Donc autour de moins 2000, on va passer à l'âge des métaux. Et l'âge des métaux va connaître un grand rayonnement en armorique, c'est-à-dire que ça va être l'âge du bronze. Premier métal qui va être vraiment travaillé, c'est à base de 2 métaux différents, le cuivre et l'étain. Or, du cuivre et de l'étain, on en trouve en armorique et juste en face de l'armorique, en Cornouailles britannique. Et pendant un moment donné, en Europe, l'ouest de la Gaule, de la future Gaule, et la Bretagne en particulier, seront des hauts lieux de la métallurgie. Donc des échanges en fait, qui commencent à venir progressivement, quoi. Oui, il y a des échanges, il y a une grande prospérité et toutes sortes d'inventions auront lieu. Notamment, on a retrouvé plusieurs caches avec des bouts de hache, c'est-à-dire pas le manche en bois, mais le morceau métallique, très travaillé. Et ces haches portent toutes une petite douille, c'est-à-dire de quoi faire passer une corde. Et on s'est rendu compte que ces haches ne sont pas faites pour couper quelque chose, mais pour être portées à la ceinture. Et c'était simplement une monnaie. Donc les armoricains allaient faire leurs courses et payer avec ces haches. Alors entre les deux côtés de la Manche, il y avait un flux important de navigation. Oui, parce qu'on a retrouvé les mêmes caches avec des haches à douille des deux côtés de la Manche, et même beaucoup plus loin vers la mer Baltique. Et ça veut dire qu'il y avait un commerce, un trafic important avec échange et avec paiement à base de monnaie. On n'a pas parlé des menhirs. Ils arrivent quand, ces menhirs ? Les menhirs donc, sont un peu plus tardifs que les tumulus. Ils arrivent à peu près vers moins 2000 et on en continuera à en faire à peu près jusque vers moins 1000. Leur vertu était différente de celle des dolmens de toute façon. Oui, il y a des petits menhirs qui apparemment signalent un endroit. Il y a des menhirs beaucoup plus grands qui peuvent être des lieux de culte. Et puis on a des accumulations de menhirs. Et là, c'est certainement qu'on a voulu marquer la place pour commémorer un événement ou des personnages. À Monteneuf, dans le Morbihan, donc on a pu relever qu'il y avait 400 menhirs à peu près dans une grande clairière. Et ces 400 menhirs ont par la suite, au Moyen-Âge, été abattus. Là, on est en train de les remettre en place et on en a remis à peu près 50 en place. Ces pierres, elles venaient d'où ? De pas très loin, quelquefois 200 ou 300 mètres, quelquefois 500 mètres. Pour certaines allées couvertes, on a des carrières qui sont à 5 ou 7 km, ce qui montre qu'on a pu transporter des blocs de plus de 50 tonnes sur 7 ou 8 km. Les plus grosses dalles doivent faire plus de 200 tonnes. Donc même aujourd'hui, ça pose un énorme problème de les soulever et de les transporter. Et les hommes préhistoriques ont réussi, eux, à le faire et à tailler les menhirs, parce que la plupart des menhirs ont une forme caractéristique qui est l'issue du travail humain. C'est une époque quand même bouillonnante, les menhirs, des échanges commerciaux aussi. Oui. Est-ce que déjà il y avait une langue commune à travers tous les clans et même, je dirais, tous les pays, entre guillemets, qui pouvaient se croiser ? Alors là, on n'en a pas d'éléments sur la période de l'âge du bronze. Il y avait certainement une civilisation relativement homogène à l'ouest de l'Europe, depuis l'Écosse jusqu'au Portugal, et qui avait des apports venus du sud. On a trouvé des constructions de menhirs comparables en Afrique du Nord, dans le sud de l'Espagne et jusqu'en Irlande ou en Écosse. Alors, est-ce qu'il y avait des guerres à l'époque de l'âge de bronze ? Certainement qu'il y avait des guerres, mais encore une fois, la population est relativement faible. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de forêts.
Donc les causes de conflits directs devaient être réduites. Des flux migratoires aussi, je suppose. Il y a des mouvements de population qui viennent de l'est de l'Europe, toujours vers l'ouest. Les mouvements viennent toujours vers l'ouest. Et vers l'ouest, ils s'arrêtent parce qu'ils arrivent à l'Atlantique. Il y avait aussi beaucoup de matières premières dont on savait faire l'extraction. C'est surtout le cuivre et l'étain. On a aussi fait du bronze avec du plomb. Il faut dire que le plomb est fréquent en Armorique et fréquent également de l'autre côté de la Manche, du côté de la Cornouaille britannique. Avec l'âge de fer, les civilisations européennes évoluent. Oui, l'âge du fer, donc, c'est une nouvelle technologie. Et cette technologie est apportée par les Celtes. Les Celtes arrivent d'abord dans l'est de l'Europe. Ils vont s'installer pendant longtemps autour de la Bavière et de la Tchéquie, la République tchèque actuelle, ou donc en pleine Europe centrale. On sait d'où ils viennent, ces Celtes? Quelle est la racine? On sait qu'ils viennent de l'est et de très loin vers l'est, peut-être d'Asie. On les repère quand ils arrivent en Europe centrale. Peu à peu, donc, ils vont continuer à s'étendre et à gagner de nouvelles régions jusqu'à l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne d'aujourd'hui, l'Espagne, et de l'autre côté jusqu'en Turquie, par exemple. Jean-Jacques Monnier, des traces de ces Celtes très éloignés, on en retrouve dans des écrits aussi prestigieux que le Nouveau Testament. Là, c'est dans les épîtres de Saint Paul. Saint Paul donc écrivait à différents évêques ou à différentes communautés chrétiennes. Plusieurs de ces lettres s'appellent Épîtres aux Galates. Et les Galates, ce sont des Celtes qui habitent en Turquie. Et donc, les Épîtres aux Galates sont destinés à ces populations indigènes de Turquie. Et aujourd'hui encore, la trace de ces Celtes de Turquie apparaît dans le nom d'un club de football de la banlieue d'Istanbul. Le club s'appelle Galatasaray. Donc les Celtes recouvrent une bonne partie de l'Europe et amènent une métallurgie extraordinaire qui leur donne des outils extrêmement solides et légers, beaucoup plus performants que les outils en bronze. Ils sont installés comme en manière conflictuelle avec les autochtones, où ça s'est bien passé, on le sait ça? Un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelques frottements. Mais les mouvements de population ne sont pas très importants. Une invasion peut être de 50 000 personnes à peu près sur un très grand territoire. Donc on peut penser qu'au bout de 2 ou 3 générations, il y a osmose et que les nouvelles populations acquièrent des éléments de la civilisation antérieure. Donc les Celtes vont hériter de toutes les techniques des mégalithes et de l'âge du bronze. Puis en même temps, donc, ces Celtes, au fur et à mesure qu'ils s'étendent, apportent un art de vivre également extrêmement raffiné. On sait quelque chose sur cet art de vivre? L'art de vivre, on sait d'abord bien manger. Les Romains, plus tard, apprécieront beaucoup les salaisons, l'agriculture celte qui est très brillante, avec beaucoup de production de céréales, la cervoise, un élevage très important. Donc les Celtes mangent beaucoup de viande. On dit par exemple que le puits et le tonneau sont des inventions celtes. Un faux ou un tox? Non, c'est vrai. Le tonneau est inventé par les Celtes. Également le savon. Leur longue chevelure était bien entretenue et ils se lavaient. D'autre part, le savoir n'est pas seulement matériel, mais ils ont une caste qui s'appelle les druides, qui est au service de la collectivité et qui a un savoir gigantesque, fruit de 11 à 20 ans de formation. Et ces gens-là donc, sont capables de soigner, d'être des philosophes, d'être des conseillers pour les cités, pour les gouvernements. Ils ont un rôle considérable. Alors juste avant de revenir aux druides, vous parliez de salaison tout à l'heure, ça veut dire qu'on trouvait de la charcuterie déjà en Bretagne, quoi. À quelle époque? Disons qu'au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on consomme des salaisons, on consomme beaucoup de viande, les repas à base de sanglier aussi. Les Celtes avaient même inventé une sorte de moissonneuse, une charrette qui, en avançant, pouvait couper le blé avec des lames. Les cités celtes connaissent une belle prospérité au second siècle avant notre ère.
Les échanges commerciaux sont importants, ils élèvent le niveau de vie et permettent de disposer d'objets et de produits rares, jusque-là inconnus. Mais ces échanges mettent les populations de Gaule en contact avec le monde romain, dont la puissance est redoutable. Prospérité égale danger, c'est ce que nous découvrirons en compagnie de Jean-Jacques Monnier dans le prochain épisode. À bientôt!